Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. Pour commencer l'émission, j'aurai le plaisir de recevoir Louis de Bézère, qui est directeur du Salon du Dessin, qui va ouvrir ses portes prochainement. Nous ferons un point sur les spécificités de l'édition 2025. Et puis pour l'interview du week-end, je reçois Léa Morgan, qui est chef de la mission du mécénat au ministère de la Culture. Nous revenons sur le baromètre du mécénat d'entreprise 2024, publié par l'association Admical. Un mécénat qui est toujours en croissance, mais qui se redéfinit. Plus de détails dans un instant, c'est Art et Marché, édition Week-end. Le Salon du Dessin va bientôt ouvrir ses portes. Il se tient du 26 au 31 mars au Palais Brongniart à Paris. Il accueille 39 galeries spécialisées dans les dessins anciens, modernes et contemporains. Et je suis ravie d'être accompagnée de Louis de Bézère, qui est directeur du Salon du Dessin. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, merci à vous de me recevoir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous raconter un petit peu qu'est-ce qui marque cette année 2025 et est-ce qu'il y a une caractéristique particulière à l'édition de cette année du Salon du Dessin ? Alors, le Salon du Dessin, qui regroupe pendant une semaine 39 marchands, cette année, on a une dizaine de nouveaux marchands qui viennent exposer. Donc, on va dire un peu un nouvel apport à la fois de dessins qui viennent de pays différents de ceux qui sont exposés d'habitude, de périodes différentes aussi. Donc, une ouverture encore un peu plus large sur la diversité du dessin. Je veux dire, quand vous dites qu'ils viennent de nouveaux pays, etc., c'est des exposants qui sont un peu plus... où le salon du dessin s'ouvre un peu plus à l'international, ou c'est des nationalités qui reviennent quand même régulièrement ? Oui, alors c'est souvent les mêmes nationalités au Salon du Dessin. Donc il y a 39 exposants. Il y a toujours la moitié des exposants qui viennent de pays étrangers, principalement européens. Et puis la moitié des exposants qui sont français. Il faut bien le souligner, parce que la France reste un pays où le marché du dessin est assez important. Non, je voulais plus dire il y a par exemple un marchand anglais qui va faire une exposition uniquement de dessins ukrainiens du XXe siècle. Donc c'est plutôt donc c'est un marchand anglais, on a toujours eu des marchands anglais. Par contre, sa spécialité est un petit peu différente de ce qu'on a pu exposer par le passé. Donc on va découvrir des nouveaux noms, des nouveaux... justement, est-ce qu'il y a des œuvres en particulier, des œuvres phares qui marquent cette édition sur lesquelles il faudrait particulièrement s'arrêter ? Alors c'est assez varié, parce que vous pouvez à la fois avoir un dessin du XVIe siècle italien, de la Renaissance, comme Parmesan, Parmigianino, l'artiste, qui est un des grands artistes de la Renaissance et du maniérisme italien, avec un dessin à la Garitarades, à la plume, qui représente justement deux bergers, qui est assez typique dans sa manière de dessiner, très fluide à la plume. Et puis à l'autre bout, il y a aussi par exemple une très belle feuille de Edgar Degas, qui représente des danseuses à la galerie Dina Verni, où là on a plus une étude, une grande étude à la fois anatomique et de mouvement au fusain, donc assez chargé en matière. Et vous disiez tout à l'heure que la France est un pays amateur de dessin. Comment ça se matérialise sur le marché du dessin ? Est-ce qu'il y a justement certaines œuvres en particulier qui plaisent, certaines techniques ? Est-ce qu'il y a une tendance de fond de ce marché du dessin en France ? Alors le marché du dessin en France, il est traditionnellement assez important depuis le XVIIIe siècle. Il y a toujours eu un certain nombre de collectionneurs de dessins. Ce qui est plus récent sur les 30 dernières années, c'est le développement d'un marché avec beaucoup de marchands français qui sont de plus en plus actifs, à la fois sur le marché français et aussi à l'international. Les Français, ils ont ils ont un regard qui est aussi celui d'un collectionneur amateur qui peut aller sur des noms encore, on va dire, confidentiels, mais ils sont plus attirés par la qualité du dessin lui-même. Et justement, dans les collectionneurs qui viennent au Salon du Dessin, c'est du monde entier ou c'est assez européen ? Alors c'est le salon, c'est le grand rendez-vous dans le monde. Il a lieu une fois par an, il a lieu à Paris, au Palais de la Bourse.
C'est toujours dans la deuxième quinzaine de mars. Et c'est le moment le plus important pour cette petite niche qui est le marché du dessin. Et donc viennent à cet événement, donc la semaine prochaine, tous les conservateurs des grands musées du monde, hein, donc les musées français, les musées américains qui sont très très importants, hein, donc Metropolitan, Getty, Chicago, Houston, Boston, les musées anglais, les musées allemands, et on a aussi les collectionneurs privés qui sont anglais, suisses, allemands, et aussi tous les collectionneurs américains qui sont souvent en fait des supports des musées. Ça, des trustees hein, qui financent une partie des acquisitions des musées, mais qui achètent aussi des dessins pour leur propre collection. Quel conseil vous pouvez donner à justement un jeune collectionneur français qui arriverait au Salon des dessins? Comment commencer sa collection à travers le dessin? Alors quelqu'un qui arrive au Salon du dessin, je pense qu'il faut d'abord qu'il fasse un tour général, qui suive aussi ce qui lui plaît de manière instinctive ou en fonction de ce qu'il a déjà vu par le passé dans des expositions muséales. Et puis ensuite je dirais qu'il fasse plus confiance à ce avec quoi il a envie de vivre, plutôt que le cartel qu'il lit et qui accompagne l'œuvre. Donc voilà, suivre et arriver c'est pas toujours facile, hein, mais d'arriver à vraiment suivre son œil, son goût, ce qui l'attire. Et ça va peut-être changer avec le temps, hein, parce que plus on collectionne, plus on peut se diriger vers une période, le 16e, ou un pays, l'Italie. Chaque collectionneur développe son propre esprit de collection. Puis il faut aussi après, une fois qu'on commence à s'y intéresser, je pense qu'il faut aller dans les musées pour aller voir des expositions de dessins, parce qu'il y a les dessins ne sont pas exposés de manière permanente comme les peintures ou les sculptures, mais il y a de manière temporaire pendant 3 mois régulièrement des expositions de dessins. Donc allez voir ces expositions de dessins, s'intéresser, et puis plus on avance, plus en général le collectionneur s'affirme. Eh bien, merci beaucoup Louis de Bézières. Je rappelle que vous êtes directeur du Salon de dessin. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end. Le baromètre du mécénat d'entreprise 2024, piloté par l'association spécialisée dans le mécénat Admical, avec le soutien du ministère de la Culture, a été publié. Il analyse l'évolution du mécénat d'entreprise en France. Et je suis ravie d'être en présence de Léa Morgan, qui est chef de la mission du mécénat au ministère de la Culture. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir et bonjour à toutes et tous. Alors du coup, ce baromètre a été publié. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelles sont les tendances d'évolution, les chiffres clés qu'il en ressort de ce baromètre sur cette année ? Oui, tout à fait. Alors, sur les entreprises, toujours des entreprises qui sont de plus en plus mécènes, puisque le nombre des entreprises mécènes augmente toujours pour l'année 2023, selon le baromètre Admical. On est à peu près... Pour l'année 2024 ? Oui, c'est l'édition 2024, mais qui... est réalisé sur des chiffres 2023, pris avec l'administration fiscale. Donc oui, ces entreprises mécènes qui sont à peu près 172 000 en France, ce qui représente en montant de dons à peu près 3 milliards de dons. Donc ça, ce sont pour les dons déclarés, parce qu'il faut faire aussi une petite nuance en mécénat. Tous les dons ne sont pas défiscalisés. Et là, Admical va jusqu'à estimer que si on prend en compte cette part non fiscalisée, enfin de ces mécènes qui ne défiscalisent pas leurs dons, on arriverait à plus de 200 000 en fait, entreprises qui représenteraient 3,6 milliards rien que pour le mécénat d'entreprises pures. Hein. On ne parle pas de la générosité des individus ou des particuliers sur ces chiffres-là. Donc un chiffre très important dont on ne peut que se féliciter. Et justement, comment est-ce qu'on peut expliquer cette progression et progression qui va d'année en année depuis 2003 ? Oui, alors c'est une progression qu'il faut un petit peu aussi relativiser, parce que Admical vous précise quand même que sur ce nombre important d'entreprises mécènes, ça n'en fait que 9% qui sont mécènes par rapport au tissu économique. Donc on a encore une énorme marge de progression. Mais en fait, la loi est jeune. Hein, le dispositif mécénat est introduit par la loi Aliagon, qui est la plus connue sur le mécénat. Voilà, Jean-Jacques Aliagon, qui fut ministre de la Culture et qui, à ce poste-là, a porté cette loi avec cette idée-là vraiment
de partager l'intérêt général avec la société civile, que ce ne soit pas réservé à l'État et que chacun puisse à son niveau agir comme un petit ministre du domaine de son choix, donc culture, sport, environnement ou autre. Et donc ce succès, il s'explique, je pense, par une pédagogie, aussi le fait que, par exemple, peut-être sur le ministère, on ait créé la mission du mécénat qui vient aussi aider à démocratiser ce dispositif pour que pour que la société civile puisse s'en emparer, que les professionnels aussi s'en emparent, des associations comme Amicale aussi qui font ce travail au quotidien de sensibilisation. Ce sont plutôt les grandes entreprises qui se sont emparées de ce dispositif. Les grandes entreprises, elles sont quand même 5 sur 6 grandes entreprises à faire du mécénat. Alors si elles ne représentent que 0,2% des mécènes, elles portent quand même 40% du budget. Et même si aujourd'hui on voit un ancrage territorial de plus en plus fort, au démarrage il est porté par les grandes entreprises qui ont pu jouer ce rôle de locomotive. Et alors, qu'est-ce qu'on voit comme évolution majeure parce que moi j'ai appelé cette interview des dynamiques redéfinies. Est-ce qu'on pense au mécénat de la même manière? Est-ce qu'on se tourne vers les mêmes secteurs d'activité qu'il y a 20 ans? Comment ça évolue en termes de paysage? Que vous compreniez bien, aussi depuis la loi, il y a quand même un succès fort, c'est que vous allez avoir 3 fois plus de donateurs individuels qu'au départ de la loi, vous avez 15 fois plus d'entreprises mécènes qui se sont inscrites dans ce dispositif, et vous avez aussi les structures philanthropiques, ce qu'on appelle les fonds et les fondations, qui sont 4 fois plus nombreuses, et dont la législation en fait les a créées au cours du temps. Donc par exemple les fonds de dotation qui sont un succès, ça a été créé en 2008, donc ça explique aussi qu'il y ait comme ça des gens qui s'emparent de ces dispositifs pour faire avancer le mécénat. Et pour les domaines, en fait, très classiquement, c'est quand même les mêmes domaines qui sont soutenus. On retrouve toujours un trio de tête qui est social, éducation et culture. C'est ce qu'on prend sur des choix sociétaux. Par contre, à noter un engagement fort du sport, notamment en termes d'engagement. Les entreprises sont très nombreuses à soutenir le sport pour des budgets moindres. Donc là, par exemple, on peut en déduire que ce sont les PME qui font le choix plus du sport que, par exemple, les grandes entreprises. Donc ça, ce sont c'est ça. Il y a un effet aussi JO qu'on note dans le dernier baromètre, parce que même là, en termes de budget, le sport apparaît comme le premier domaine, donc il y a vraisemblablement un effet Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant à noter aussi dans le baromètre Amicale et dans les éditions précédentes, c'est aussi cette progression d'année en année du secteur de l'environnement. Donc à s'interroger aussi après sur les liens que ça pourrait avoir avec la part grandissante de la RSE dans les réflexions des entreprises, où d'ailleurs le mécénat maintenant peut même s'inscrire dans ces démarches-là en complémentarité. Et dans le rapport, il parle aussi de mécénat croisé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Alors le mécénat croisé, c'est quand sur un même projet, en fait, vous allez intervenir sur plusieurs domaines d'intérêt général combinés. Par exemple, nous, on a calculé au ministère de la Culture que vous avez à peu près aujourd'hui un projet culturel sur 4 mécénés qui intègre une dimension de mécénat croisé. Donc, par exemple, sur culture et santé, c'est quand vous allez faire intervenir des clowns à l'hôpital, par exemple, quand vous allez créer des ateliers artistiques pour les enfants hospitalisés, que les institutions muséales vont accueillir, par exemple, des enfants qui souffrent de troubles autistiques, ou même des adultes, ils vont les accueillir pour des concerts, ça se fait à l'Opéra Comique, par exemple. Voilà, c'est comment on associe ça. Sur l'environnement, ça peut être repenser, par exemple, les décors d'une scène, avec le réemploi, avec l'éco-production, des choses comme ça, ou penser des systèmes d'économie d'énergie ou d'eau dans les parcs et jardins, des châteaux. Donc ça peut se faire aussi via le mécénat, ou sur le social, même le mécénat peut venir financer aussi, par exemple, des contrats d'apprentissage de tailleurs de pierre. Donc on a un exemple, par exemple, sur le Crédit Agricole qui va financer ça pour le château de Vincennes. C'est arrivé, voilà. Et ça, c'est une tendance de fond. Ça se fait de plus en plus. Ces projets qui sont presque 360, qui intègrent toutes ces notions. Oui, ça, je pense que c'est une vraie tendance de fond. Au fur et à mesure des années, on le constate de plus en plus. À la fois le mécénat croisé, et je pense que c'est très lié aussi avec la nouvelle réflexion qu'il y a sur la philanthropie. Avant, on parlait peut-être plus d'une philanthropie de projet. Aujourd'hui, beaucoup de mécènes matures parlent d'une philanthropie aussi qui va être systémique, où on essaye de soutenir les structures sur une vision à 360, et où on essaye, en fait, plutôt que d'aller sur les causes des problématiques, d'aller les traiter à la racine. Et depuis la loi Aillagon, est-ce qu'il y a eu des réformes majeures qui ont permis d'aussi soutenir tout ce système ?
Alors oui, depuis la loi Aliagan, il y a eu une réforme majeure à peu près entre les années 2019 et 2021. Alors sur la fiscalité, le gouvernement est venu un petit peu réduire la réduction d'impôts justement pour les grandes entreprises qu'on considérait assez matures sur le mécénat. Par contre, on est venu augmenter le plafond de potentialité de mécénat pour les PME notamment, qui s'engagent, qui sont 97% des mécènes actuellement en France, pour les encourager dans leur dynamique de mécénat, pour pouvoir avoir des capacités plus importantes par rapport à leur chiffre d'affaires qui pouvait être un petit peu bloquant. Eh bien, merci beaucoup Léa Morgan. Je rappelle que vous êtes chef de la mission du mécénat au ministère de la Culture. Merci beaucoup de nous avoir éclairés et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché, édition Week-end. Merci à vous, Sybille.